On peut applaudir les conférenciers pour les mettre en forme pour aujourd'hui. Et puis, je vous propose un petit tour de table de présentation. C'est à vous. Moi, je suis monsieur Jean-Emmanuel, juriste à l'ARC. Mon collègue, monsieur Hotzmann, est chargé des copropriétés en difficulté. Et monsieur Grand est juriste également à l'ARC. Alors de mon côté, je m'appelle Karim Bounab, je suis avocat, au barreau de Paris et principalement en droit immobilier, donc en droit de la copropriété avec tous les enjeux, qui peuvent survenir. Voilà, donc on va commencer peut-être la présentation. Alors, le plan, donc vous l'avez affiché. Donc, on a découpé la conférence en 3 parties. Donc, une introduction, le thème de la responsabilité du syndic durant son mandat, donc avec l'illustration d'une pluralité de cas où le syndic peut engager sa responsabilité civile dans l'accomplissement de son mandat. Donc, cette partie-là sera assurée par moi. Et la deuxième partie est une responsabilité du syndic après l'expiration de son mandat que monsieur Grand assurera, parce que c'est un cas de figure qui se pose quand même de manière extrêmement fréquente, notamment lorsque les syndics gèrent comme syndic dit de fait, et donc mon collègue fera tout un développement sur l'incidence de cette expiration de mandat. Et enfin, nous terminerons par une troisième partie plus centrée sur la mise en œuvre de la responsabilité civile du syndic. Et donc, Maître Mounaf pourra à ce moment-là nous préciser un peu les conditions d'engagement de cette responsabilité d'un point de vue très pratique, c'est-à-dire essentiellement par la voie judiciaire, et sur des conditions à préciser. Alors, l'introduction, donc la responsabilité du syndic, elle se présente sous différents aspects en fonction de la personne qui la met en cause. Donc, lorsque la responsabilité du syndicat est engagée par le syndicat, elle est ce qu'on appelle de nature contractuelle. Lorsqu'elle est engagée par un copropriétaire, elle est de nature délictuelle. Alors, il faut savoir que pendant très longtemps, les tribunaux, et Maître Bounave me le confirmera, conditionnaient l'engagement de la responsabilité civile délictuelle d'un syndic par un copropriétaire à l'existence d'une faute détachable de son mandat de gestion. Donc on exigeait une faute qui ait été personnellement commise à l'endroit du copropriétaire pour que cette responsabilité soit engagée. Donc cette condition a été supprimée. La responsabilité en termes de durée, elle était pendant très longtemps, jusqu'en 2018, au niveau contractuel de 30 ans. Donc on pouvait engager la responsabilité civile d'un syndic dans les 30 années à compter de la cessation de son mandat. Et bon, il y avait eu, je crois, même des jurisprudences qui la réduisaient à 10, puisque les syndics étant des commerçants, la prescription tirée du droit commercial pouvait leur être opposable. En matière délictuelle, elle était plutôt, de 10 années. Et donc en 2018, vous avez une réforme de la prescription qui unifie les deux régimes pour la porter à 5 années. Alors, donc le principe, c'est que vous n'engagez la responsabilité contractuelle d'un syndic qu'après la cessation de son mandat. Donc c'est bien cela, Maître Bounave. Oui, 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 c'est uniquement après le mandat. Alors, il existe une action dont nous n'avons pas parlé, qui est celle offerte au président du conseil syndical en cours de mandat pour assigner un syndic. Alors, en indemnisation d'un préjudice subi, donc ce qui équivaut à une action en responsabilité civile, mais pour un motif dit de carence. Donc cette action, à ma connaissance, n'a jamais... Enfin, vous ne l'avez jamais eu à l'engager personnellement. Non, non, non. Voilà. Donc on a très peu de... Enfin, même il n'y a aucune action qui, à ma connaissance, n'ait été engagée. Alors, le principe, c'est que, comme vous le voyez, le syndic est tenu d'une obligation générale de moyens dans l'accomplissement de sa mission. C'est-à-dire que il n'est pas tenu de garantir l'obtention d'un résultat, contrairement à d'autres professionnels. Il doit simplement tout mettre en œuvre, toute la diligence requise pour l'accomplissement de sa mission générale, prévue donc notamment à l'article 18 de la loi du 10 juillet 65. Donc l'incidence, elle est relative au régime de la mise en œuvre de cette responsabilité, puisque comme toute action en responsabilité, elle est subordonnée à l'existence de 3 éléments constitutifs: une faute commise dans l'accomplissement du mandat, un préjudice subi et un lien de causalité directe entre les deux. Alors, donc, Maître Bounave, l'article du Code civil que vous aviez évoqué dans votre support, c'est l'article 1992, c'est ça? Exactement, c'est l'article qui correspond au mandataire, donc les fautes du mandataire.
Voilà, donc c'est une responsabilité donc qui suppose, on a vu la démonstration pardon d'une faute, d'un préjudice subi et d'un lien de causalité entre les deux. Alors ce qu'il faut savoir, bon, il y a peut-être des gens qui dans la salle exercent les fonctions de syndic bénévole, c'est que cette responsabilité est appréciée beaucoup plus souplement quand on est face à un professionnel que face à un bénévole. Donc, si des gens parmi vous sont adhérents chez nous, bon, vous savez que vous êtes couvert par une assurance de responsabilité civile qui fonctionne sur la base d'une mise en cause et d'une condamnation du syndic à titre personnel. Alors, les faits générateurs de responsabilité civile durant l'accomplissement du mandat du syndic, ils sont extrêmement nombreux. Ça peut, en fait, ça recoupe toute la mission du syndic telle que définie à l'article 18 de la loi du 10 juillet 65. Donc, j'ai pas donné une liste exhaustive parce que c'est assez fastidieux. Bon, la plupart des points importants sont dans le slide. D'autres dispositions de l'article 18 sont édictées, notamment en matière d'ouverture de l'extranet, de l'ouverture des 2 comptes bancaires. Bon, c'est pas des choses qu'on évoquera. Alors, les fautes dans la gestion de l'immeuble, vous avez au premier chef donc le non-respect du règlement de copropriété. Alors, ça recoupe plus exactement 2 choses. Ça recoupe le fait que le syndic n'applique pas correctement le règlement de copropriété et ça recoupe le fait qu'il ne fasse aucune diligence pour le faire respecter par des copropriétaires et plus largement par des occupants, puisque le règlement de copropriété est opposable aux locataires. Alors on peut citer toute une série d'exemples, l'absence de mise en œuvre de toute mesure pour faire cesser un trouble de voisinage résultant d'activités nocturnes ou diurnes, l'absence d'application d'un état de répartition des charges de manière correcte. Bon, après, il faut savoir que il y a des cas dans lesquels le règlement de copropriété peut comporter des dispositions plus impératives, notamment sur le mode de fonctionnement des assemblées ou sur des choses qui ont trait à la vie courante du syndicat. Je pense notamment, par exemple, à la fixation dans le règlement de copropriété d'un délai impératif de convocation et de tenue d'assemblée générale dans le premier trimestre qui suit l'ouverture d'une année civile. Bon, on pourrait penser que cette clause est de nature à encadrer le syndic dans son pouvoir de convocation, et il a été jugé qu'effectivement, cette clause n'était pas contraignante, et que donc les dispositions de la loi primaient sur les dispositions du règlement en la matière. Ça a été également jugé, cette fois-ci pour un article de loi, qui est l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 65, qui impose au syndic de convoquer une assemblée générale dans un délai de 6 mois à compter de la clôture de l'exercice comptable. Et il s'est avéré que des assemblées générales, les questions reviennent sans cesse, convoquées ultérieurement à l'expiration de ce délai de 6 mois, donc ne sont pas irrégulières en la forme et n'engagent pas de rechef la responsabilité civile du syndic. Donc, un autre aspect qui peut être utile, c'est la carence dans le recouvrement des créances du syndicat. Donc là aussi, c'est l'absence de toute mise en œuvre pour recouvrer des créances, donc que ce soit par l'utilisation des boîtes de droit classiques, mise en demeure, éventuelle relance, enfin, tel que le contrat de syndic le prévoit. Bon, mais aussi, ça peut être par exemple l'absence de proposition d'un échéancier amiable, puisque le contrat type de syndic prévoit la possibilité d'établissement d'un protocole de recouvrement. Donc, à supposer qu'un copropriétaire propose un échéancier de paiement qui soit raisonnable dans un délai de 2 années, bon, il est envisageable que le syndic, à défaut d'y répondre, engage sa responsabilité civile dans la limite du préjudice subi. Donc, effectivement, toute la difficulté est de définir en pareil cas quel est le préjudice. Bon, inversement, vous ne pouvez pas considérer qu'il est responsable si, confronté à une action en recouvrement, il se heurte à une impossibilité légale de recouvrer des charges. Donc, par exemple, une action en recouvrement sur des créances datant de plus de 5 années, bon, s'il n'a rien fait pour déclencher une procédure en temps utile, effectivement, il est fautif. Mais si dans une hypothèse très particulière où, par exemple, à l'occasion d'une saisie immobilière, vous êtes confronté à ce qu'on appelle une pluralité de créanciers, c'est-à-dire plusieurs personnes qui sont créancières d'un débiteur. S'il s'avère que la banque a inscrit une hypothèque légale pendant 10 années qu'elle a fait renouveler sans cesse, et que quand la saisie immobilière se termine par la distribution des deniers,
Le syndicat, vous le savez peut-être, a ce qu'on appelle un privilège, donc il est couvert par une garantie de recouvrement au titre de l'année de la saisie et des 2 années qui la précèdent. S'il s'avère que, à l'occasion de cette procédure, la banque, pour la 4e et 5e année, prime par le montant de sa créance le syndicat, elle est irrecouvrable. La créance du syndicat qui serait effectivement due au titre de la 4e et de la 5e année précédant la vente. En pareil cas, on ne peut pas considérer qu'il est fautif puisque la créance est irrecouvrable par nature. Bon, est-ce que vous avez des observations, Maître Bounaf, sur ce point ou pas du tout? D'accord. Alors, ensuite, on peut évoquer l'exécution des travaux dans l'immeuble. Alors ça, bon, bah, c'est toute l'absence donc de diligence dans l'accomplissement de sa mission au titre de conservation et d'entretien de l'immeuble. Donc ça peut être l'absence de mise en œuvre de décisions d'AG ayant voté des travaux, l'absence d'exécution de travaux d'urgence. Ça, c'est très important puisque vous savez qu'il a un pouvoir d'initiative en matière d'exécution des travaux d'urgence. Et il s'avère, c'est assez intéressant de le relever, que pendant des années, lorsque la copropriété refusait de voter des travaux d'urgence, les tribunaux admettaient que le syndic puisse passer outre. C'est-à-dire qu'il pouvait passer outre le refus de l'Assemblée générale et se faire exécuter les travaux. Donc, et il pouvait, le cas échéant, être considéré comme responsable de leur non-exécution. Et il s'avère que la jurisprudence a inversé et qu'elle a décidé qu'aujourd'hui, si l'Assemblée ne lui donne pas les moyens de remplir son office, eh ben, il ne peut pas être considéré comme étant responsable de plein droit. Alors, Corentin, est-ce que toi, dans ton activité de chargé de mission, tu as des exemples au vu de ce qu'on a vu, notamment, je pense, au recouvrement des impayés? Donc, bonjour à tous. Alors, moi, de mon expérience dans les copropriétés en difficulté, on a eu beaucoup de dossiers dans lesquels le syndic n'a pas effectué sa mission de recouvrement et ça a de lourds impacts financiers sur les copropriétés, étant donné, bah, comme tu l'as très bien dit, il y a la prescription de 5 ans et dès qu'on passe ce délai de 5 ans, les sommes qui avaient été appelées aux copropriétaires pour les apurer, elles sont plus dues pour ce copropriétaire, mais par le syndicat des copropriétaires. Donc c'est toute la copropriété qui va devoir payer la dette d'un copropriétaire final. Du coup, ça a de lourds impacts financiers sur la copropriété. Aussi, lorsqu'il y a un défaut de recouvrement des créances, ça nous arrive dans nos copropriétés, parfois les copropriétaires ne payent que lorsque on leur envoie des mises en demeure ou qu'on leur propose des échéanciers, ou en tout cas qu'il y ait un contact. Il y a certaines copropriétés dans lesquelles où si le syndic ne fait rien, personne ne paye. Et dès qu'ils ont changé de syndic, le syndic a entrepris des méthodes de recouvrement. Et là, tout le monde a payé. Donc ça prouve que ça dépend vraiment de chaque copropriété. Il faut connaître sa copropriété. Mais le recouvrement est essentiel. Et aussi pour payer les fournisseurs et autres, quand il n'y a pas de recouvrement et que les copropriétaires ne payent pas, on n'a pas assez de fonds en banque, disponibles en banque, pour payer l'intégralité des fournisseurs. Donc c'est pour ça qu'on vote aussi des avances de trésorerie pour compenser cela, mais ça a aussi au final c'est des coûts supplémentaires pour les copropriétaires d'une copropriété. Donc ça a vraiment de lourds impacts et nous on travaille énormément là-dessus. On fait des groupes de travail pour essayer de réguler cette situation. On a le syndic avec nous et les membres du conseil syndical. On discute mutuellement de chaque dossier pour savoir quelles dettes sont les dettes, quels dossiers sur lesquels il faut que le syndic se confronte et qui doivent agir en tout cas pour éviter la prescription et aussi que la dette vieillisse aussi même par rapport aux 2 ans, aux 3 années. Si la dette est de plus de 3 ans, on est à égalité avec par rapport au créancier, on sera à égalité avec la banque et l'État également. Du coup, il y a une pluralité de créanciers, donc moins de chances de pouvoir recouvrer l'intégralité de la dette. Et si on peut pas recouvrer l'intégralité de la dette, c'est le syndicat des copropriétaires qui va devoir, en tout cas lorsqu'on va apurer les comptes, qui vont devoir payer pour ce copropriétaire-là. Donc nous, ça nous arrive très souvent. Il y a de grosses problématiques par rapport à ça. Oui, donc en continuité, donc je pensais à un point par rapport à la carence dans le recouvrement des créances du syndicat. Vous avez, bon, j'imagine déjà eu à connaître de cas complexes de recouvrement, exemplairement des débiteurs domiciliés à l'étranger ou des successions restées vacantes. Bon, et très souvent, notamment sur ce dernier cas, on vous dit bah on peut rien faire, on n'a pas de possibilité. Or, il y a des possibilités. Il y a la possibilité de mettre en demeure
des héritiers dont on connaît l'identité de prendre parti dans un délai de 6 mois à compter de l'ouverture de la succession. Il y a la possibilité de désigner donc l'administration des domaines comme curateur à succession vacante. Quand on ne connaît personne, on peut contacter un généalogiste pour qu'il fasse ce qu'on appelle un contrat de révélation, c'est-à-dire qu'il recherche des héritiers potentiels. Cette démarche étant purement gratuite, elle ne coûte rien. Bon, après, dans le recouvrement post-obtention d'une décision de justice, bon, là, c'est plus, je pense, du choix de l'avocat. Enfin, je pense de définir le meilleur moyen le meilleur moyen de parvenir au recouvrement. C'est-à-dire que bon, les saisies attributions semblent les plus appropriées, je pense. Oui. Ouais. Oui, c'est un sujet de toute façon qui Ouais. se pose dès le début, dès l'assignation, parce que il est important finalement d'assigner les bonnes personnes et si la succession est vacante, de recourir à la procédure que vous Voilà. avez citée. Parce qu'on bon, les saisies immobilières, bon, c'est quelque chose qui est un peu usité, qui a peu d'effet. Donc bon, s'il faut se... Après, il y a la saisie immobilière qui là est la voie de droit, bon, la plus lourde. Alors après, il y a un problème qu'on peut évoquer, c'est que il y a aussi le fait que sur des faibles débits, 2-3 trimestres, même des copropriétaires conséquents à hauteur de 1500, 2000 euros, bon, des fois les gens nous interrogent en nous disant mais alors est-ce que c'est normal? Rien n'a été fait. Et la réponse du syndic, elle est assez drastique, c'est de vous dire le montant de la dette équivaut aux honoraires d'avocat. Donc il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, dans le contrat type de syndic, vous pouvez engager des procédures, enfin, vous pouvez engager une procédure en paiement qu'on appelle l'injonction de payer. Bon. Mais c'est un exemple précis de ce que, en pareil cas, la procédure est très facile à mettre en œuvre. Le syndic peut la mettre en œuvre tout seul, même en l'absence d'un service contentieux. On constitue un dossier avec un certain nombre de pièces, procès-verbaux de l'Assemblée générale ayant voté les budgets prévisionnels, approuvé les comptes, désigné le syndic, une matrice cadastrale qui identifie la qualité du copropriétaire comme étant précisément copropriétaire. Bon, donc s'il constitue ce dossier, le problème c'est que vous avez de plus en plus de tribunaux, nous on a le retour, et peut-être que toi tu les as, qui disent, et Christophe lui est un très grand partisan de ne pas conseiller cette procédure, et il a raison, puisque malheureusement elle est rejetée la plupart du temps. C'est-à-dire que, notamment dans certaines juridictions, Maître Bounave pourra peut-être vous en parler s'il a eu à en connaître. En fait, comme vous demandez la condamnation de quelqu'un au paiement d'une somme d'argent, bah, le tribunal a le droit et souvent demande à ce que la personne soit entendue. Parce que la procédure d'injonction de payer, si vous voulez, elle a pour effet de faire condamner quelqu'un en son absence. La personne reçoit l'ordonnance et j'ai appris récemment, je crois que ça date de 2022, que comme elle était tellement peu contradictoire au stade de son déroulement et de l'obtention de la décision, que quand le débiteur fait une opposition, on est obligé au niveau de l'huissier de signifier tout le dossier. Et donc cette procédure qu'on conseille énormément à nos syndics bénévoles ne fonctionne pas. Donc on peut pas, même si le contrat type de syndic le dit, il ne faut pas s'étonner s'il vous oppose le fait que lui, un, n'a pas le temps, deux, s'il faut faire une déclaration éventuellement auprès du tribunal, je crois qu'il y a un mode de saisie, bon là c'est pas mon domaine, mais il peut pas perdre 3 heures de son temps au tribunal d'instance, enfin, avec ce tribunal d'instance. Donc là-dessus, si vous voulez, un recouvrement direct d'impayé par un syndic, c'est une vue de l'esprit, il faut le comprendre. Donc c'est pour ça que le recours à l'avocat, il ne faut pas le voir comme une volonté d'aggraver le poids des charges. Maître Bouna vous expliquera que les honoraires d'avocat, ils sont remboursés dans le cadre de l'article 700. Voilà. Exact. Et donc, il faut comprendre aussi que dans cet aspect-là, la responsabilité, elle existe. Mais objectivement, quand l'hypothèque légale du syndicat existe encore, mais si vous voulez, pour reprendre un peu ce que disait Corentin, si vous avez un lot qui est grevé d'une hypothèque renouvelée tous les 10 ans, et que la dette est déjà tellement conséquente par rapport à d'autres créanciers, que vous avez des créances dites irrecouvrables, bon, la faute, elle n'est pas évidente, parce que le syndic, il n'a pas vocation à savoir lire un bordereau hypothécaire avec les rangs préférentiels des créanciers, qui prime qui, dans le code civil. Bon, c'est pas son travail. Ça, c'est le travail d'un avocat ou d'un huissier. Alors, donc l'exécution des travaux dans l'immeuble, donc en liaison avec ça, oui, les questions on les posera après, en fait. Juste une chose. Pardon. Juste pour compléter mon collègue, il y a encore une possibilité pour le syndic, c'est dans l'hypothèse d'une vente, donc Oui. amiable, l'opposition à la vente.
Alors, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de syndics qui omettent cette faculté qui permet, en fait, dans l'hypothèse d'une vente amiable, il y a obligatoirement une notification de la transaction qui est faite au syndic. Et donc, la loi lui permet, dans les 15 jours, de faire opposition par voie extrajudiciaire, autrement dit par un commissaire de justice, nouvelle désignation de l'huissier, et ce qui oblige normalement le notaire à conserver le montant de la dette, autrement dit de le défalquer du prix de la vente. Et donc, c'est une solution assez simple, peu onéreuse et souvent omise par les syndics. Je parle en matière de recouvrement de charges. Hein. Oui, et ce qui est important de compléter aussi, c'est que quand le syndic fait opposition, l'article 20, je crois, de la loi du 10 juillet 65 oblige à détailler, donc année après année, les créances qui sont garanties par ce qu'on appelle le super privilège de l'article 19 de la loi, qui est donc ce que nous trois vous avons expliqué, c'est une garantie de recouvrement. Et le seul petit problème, c'est que l'huissier, il fait pas le travail. L'huissier, il fait juste la signification de l'acte. Donc vous avez, on en a eu tous les deux, des exemples où l'opposition est faite, elle est régulière en la forme puisqu'elle est faite par la voix d'un huissier auprès du notaire. Simplement, dans son décompte, on ne dit pas l'année de la vente, il y a X euros à devoir, l'année qui la précède, l'année qui précède celle-ci, et donc l'opposition manque son effet. Là, le syndic est responsable, puisque c'est à lui d'établir un décompte exhaustif des créances garanties au titre du super privilège et celles qui sont ce qu'on appelle simplement chirographaires, c'est-à-dire qui n'ont comme garantie de recouvrement que le patrimoine. Sauf que si l'opposition n'est pas régulière et dans la forme et dans son fond, elle manque son effet. Donc, alors la sauvegarde des droits du syndicat, bon ça c'est plus lié à, je dirais, l'absence d'exercice d'action judiciaire ou de voie de droit. Donc par exemple, on peut citer l'absence d'interruption des délais en matière de responsabilité des constructeurs. Donc vous savez que les copropriétés neuves bénéficient de ce qu'on appelle une garantie décennale ou d'une garantie de parfait achèvement au début, puis d'une garantie biennale, puis de la garantie décennale. Donc on peut très bien effectivement imaginer qu'ils laissent passer un délai, ils n'agissent pas. Alors, fut un temps où, je ne sais pas si c'est encore le cas, les autorisations d'ester en justice à donner au syndic sur ces questions devaient être excessivement bien rédigées et lister l'ensemble des désordres, parce que les avocats pouvaient en fait faire sauter les assignations en arguant d'un défaut d'habilitation, je crois, d'ester en justice. Je ne sais pas, est-ce que vous en avez en connaître de ça ou pas du tout? Non, pas. Non, pas du tout. Non, Ouais. parce qu'en fait, nous, on avait, pendant des années, nous deux, on était confrontés à ça. C'est-à-dire que en fait, il y avait des exigences des tribunaux de dire il faut que l'habilitation soit exhaustive. Et donc, notamment les avocats des assureurs dommages ouvrages ou responsabilité décennale pouvaient faire sauter les assignations. Bon, aujourd'hui, c'est moins le cas parce que la jurisprudence est moins exigeante en matière d'identification des désordres. L'article 55 qui oblige le syndic à agir en justice, oblige simplement, oui, décret, pardon, exact, et oblige à identifier l'objet de la procédure, la nature de l'action et l'objet de la demande. Donc, et au surplus, bon, le défaut d'habilitation du syndic d'ester en justice n'a plus du tout la même, ne peut plus être soulevé par un copropriétaire. Par contre, en contre-exemple, vous avez l'hypothèse d'un copropriétaire qui est commerçant. Ou qu'un syndic qui tombe en liquidation judiciaire. Donc, quand le syndicat est créancier, par exemple, d'un commerçant qui exerce une activité commerciale dans les murs, il n'a pas la dissociation entre le fonds de commerce et la propriété des murs. Donc, la personne tombe en liquidation judiciaire et voit donc son patrimoine personnel, c'est-à-dire son local commercial au rez-de-chaussée, garantir le passif de sa liquidation judiciaire. Et il a donc des créanciers personnels en tant que commerçant. Donc, pour que la créance du syndicat soit admise et reconnue comme étant payable, elle doit être déclarée auprès du liquidateur. Bon, sauf que légalement, je crois que le syndicat n'étant pas ce qu'on appelle un créancier privilégié, et il ne l'est d'ailleurs pas au sens du Code du commerce, en fait, il faut quérir, chercher l'information. Donc personne ne lisant des journaux d'annonces légales ou ne lisant le BODAC, si votre syndic vous dit « Ah bah oui, le délai est fort clos », on ne peut pas lui faire grief nécessairement de ça. Il n'est pas un mandataire liquidateur judiciaire et il n'a pas à aller chercher de façon
systématique à lire des journaux d'annonces, enfin le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Donc là, si vous voulez, si, comme dans la majorité des cas, le passif du commerçant, puisque c'est sur déclaration de la personne mise en liquidation. Donc le liquidateur, il peut très bien, bon, c'est pas toujours le cas, mais il peut très bien dire, ok, je suis pas au courant de ça. Mais par exemple, quand vous avez la faillite d'un syndic, c'est le même régime. C'est-à-dire que vous avez une garantie qui est liée justement à la garantie financière. Mais par exemple, souvent les gens nous interrogent, est-ce qu'il est utile de déclarer auprès du liquidateur le passif ou les créances que l'on a sur notre syndic, enfin, les sommes qu'il détient pour être plus précis, il n'est pas du tout évident que c'est un intérêt, et surtout il n'est pas du tout évident que le syndic ait connaissance de ça. C'est-à-dire qu'il le sait parce que le garant l'informe, mais objectivement, le fait que vous ayez un ordre de paiement dans le code de commerce, dans le cadre d'une liquidation judiciaire de créanciers prioritaires, notamment les auxiliaires de justice qui instrumentent la procédure, l'AGS, qu'on appelle l'association garantie des salaires, le syndicat, il vient en bout de course. Donc ça sert à rien de déclarer en fait. Vous ne récupérerez rien. Il vaut mieux saisir le garant. Voilà. Donc l'exercice des fonctions administratives et financières, bon ça c'est la tenue de tous les documents bon, que vous connaissez, fiches d'information synthétiques, mise à jour des données, donc de l'immatriculation, registre national de l'immatriculation, bon, la tenue du carnet d'entretien, donc le carnet d'entretien qui pendant plus de 22 ans n'était jamais tenu, à retrouver un intérêt parce qu'à partir du moment où la loi Allure rend obligatoire la notification d'une série de documents, bon, donc là aussi on peut imaginer que le défaut de tenue d'un carnet d'entretien soit de nature à engager, entre guillemets, la responsabilité civile vis-à-vis de l'acquéreur. Sauf que ça, ce sera la partie traitée par mes collègues. Évidemment, il faut établir un lien de causalité directe. Donc le fait d'acquérir un bien et de se voir imputer 30 000 euros de travaux de ravalement 6 mois plus tard, bon, pas dire qu'il y a un lien de causalité directe, mais ça, je déborde. Donc, financière, bon, c'est le défaut de tenue. Bon, ça, c'est très peu... bon, ça se voit plus, puisque bon, les comptabilités des syndicats de copropriétaires devaient être tenues séparément pour chaque syndicat depuis la loi du 31 décembre 85. Convocation et tenue de l'Assemblée générale, bon, bah ça, c'est tous les problèmes liés aux convocations tardives, aux tenues d'assemblée générale donnant lieu à des... enfin, les convocations, bon, on peut insister peut-être plus lourdement, c'est-à-dire une convocation hors délai, c'est Monsieur Grand qui vous en parlera plus longuement, une absence de convocation, des convocations irrégulièrement tenues, mais là aussi, si la convocation est de 21 jours, qui convoque à 3 mois, non pas 3 mois, c'est caricatural, mais mettons à 40 ou 30 jours et que vous avez des problèmes d'acheminement postal, il n'est pas responsable. Hein. Il n'est pas responsable. Voilà. Oui. Oui, défaut de tenue de l'extranet, effectivement, mon collègue M. Grand me le signale. Bon, ça retrouve maintenant une incidence puisque c'est une obligation de par la loi avec une possibilité de dispense, mais le contenu en étant fixé par un décret de juin 2019, il n'est responsable du défaut de mise en ligne de certains documents qui n'y sont pas mentionnés, au premier rang desquels le grand livre comptable, que si l'Assemblée générale lui a dit tu dois compléter expressément l'extranet par la tenue du grand livre comptable. Donc, l'exécution des décisions d'Assemblée, bon, bah, ça, c'est toutes les problématiques liées, par exemple, aux travaux non réalisés dans les délais avec des devis frappés de péremption lorsque l'ordre de service est passé. C'est l'absence de mise en œuvre je sais pas, par exemple, d'une saisie immobilière qui a été votée. Donc, gestion financière et comptable, ça, c'est l'hypothèse assez classique du défaut d'ouverture des comptes. Bon, on le voit moins maintenant, puisque en plus, bon, c'est un motif de nullité du mandat du syndic dans les 3 mois de sa désignation, mais il faut insister quand même, puisque bon, le problème récurrent des comptes bancaires séparés, de la réalité de leur caractère séparé se trouve toujours posé, donc il faut toujours redemander l'attestation. Bon, après, il y a plus de risque de compensation en théorie entre le compte du cabinet ou des sous-comptes et les comptes bancaires séparés. Et Ouais, enfin, juste oui, un mot pardon, à dire sur la gestion financière et comptable. Il faut aussi faire attention aux comptes d'attente, car le syndic doit justifier les sommes qui sont en compte d'attente et apurer les comptes d'attente. Et parfois, certains syndics font des dépenses et pour les cacher au final aux yeux des copropriétaires, les placent en compte d'attente. Et normalement, ils doivent les justifier à la fin de l'exercice.
Et certains syndics, nous, dans les copros en difficulté, ils le font pas et les comptes d'attente font que s'alourdir et on doit apurer quand on doit apurer ses comptes, bah, ça fait des grosses sommes aussi à apurer pour les copropriétaires et parfois ces sommes sont aussi prescrites. Donc il faut aussi faire attention aux comptes d'attente, bien vérifier que le syndic justifie les montants qui sont présents. Également avec les comptes travaux aussi, voir, parce que quand il y a des travaux, on vote un budget et si, on dépasse ce budget, le syndic doit aussi justifier les montants qui sont dépassés et ça peut arriver, nous, dans certaines copropriétés où, il y a un changement de syndic et l'ancien syndic avait dépassé le budget, le nouveau syndic ne sait pas pourquoi l'ancien syndic a dépassé le budget. Les travaux sont en annexe 5, ils sont pas encore clôturés, donc non clôturés. Donc au moment où on va clôturer le compte, bah, on va devoir rappeler cette somme au copropriétaire parce qu'au final les entreprises ont été payées, donc il y a un trou dans la caisse, comme on pourrait dire. Donc il faut faire attention à ces 2 points-là. Compte d'attente et aussi, sur les travaux, dépassement. Il faut vraiment que le syndic justifie, ses montants. Alors, l'autre point qu'on peut évoquer, c'est le manquement à l'obligation d'information du syndicat et à son devoir de conseil. Donc ça, c'est une obligation d'information qui, sauf erreur, a été en fait dégagée par la jurisprudence. Elle n'est ni dans la loi du 10 juillet 65, ni dans le code civil sur le mandat. Donc, il y a comme exemple, bon, l'hypothèse d'une assemblée générale qui s'apprêterait à prendre une décision illégale. Bon, exemplairement, puisque c'est d'actualité, on en parlait avant que vous n'arriviez, voter une résolution qui viendrait interdire les locations dites de courte durée. Donc, si des gens, comme beaucoup, proposent des résolutions et que le syndic ne prend pas la peine de dire aux copropriétaires on marche sur des œufs puisque vous allez toucher aux modalités de jouissance des parties privatives et que c'est l'unanimité et que les quelques personnes bailleresses qui viendraient à agir en nullité obtiendraient gain de cause, il peut manquer à son devoir de conseil. Bon, après, c'est protéiforme, donc ça peut couvrir pratiquement tous les aspects de sa mission sur la base de l'article 18. Bon, faut pas non plus penser que on peut le démontrer facilement. On peut tenter de dire qu'un professionnel, maintenant, à titre personnel, je sais pas pour Christophe, on voit rarement en caractère gras dans un PV le syndic attire l'attention des copros sur non, ça n'arrive jamais. Donc bon, c'est quelque chose à la fois très circonstancié. Donc on peut passer au slide suivant, qui sont donc les causes exonératoires. Alors, en droit commun, donc pour le syndic, on a bon l'absence de faute, mais ça c'est un peu tautologique et bon c'est notamment l'exemple que je vous ai donné sur les travaux d'urgence, c'est-à-dire qu'en gros toutes les fois que l'Assemblée générale ne donne pas au syndic les moyens d'agir, bah il n'est pas en faute. Si vous ne votez pas des travaux de confortement de structures porteuses en cave et que tout s'effondre, il n'est pas responsable. Alors le fait de force majeure, bon ça c'est quelque chose qui est tiré de la théorie générale de la responsabilité civile. Bon c'est un fait extérieur, imprévisible, normalement irrésistible et extérieur à la personne du débiteur. Bon c'est quelque chose à ma connaissance on rencontre peu. Et enfin, ça on va en parler, on sera plusieurs, on va le faire. Bon, l'approbation des comptes du syndicat pour l'aspect financier, donc toutes les dépenses que vous contestez, que vous estimez abusives, dilatoires, non dues, non justifiées, peuvent être imputées sur des comptes dits d'attente, comme l'expliquait Corentin, mais qu'en conséquence, si vous ne les mettez pas sur un compte d'attente et que vous les approuvez, à ce moment-là, malheureusement, vous êtes en ratification de sa gestion, donc vous ne pouvez plus l'attaquer. Et plus largement le quitus, mais ça, je laisserai peut-être Maître Bouna ou Christophe en parler. Bon, c'est la ratification de la gestion d'ensemble du syndic et en règle générale, ça interdit de principe toute action en responsabilité au cas par cas. Voilà. Donc je laisse la parole à Christophe, je crois. Oui. Donc, ma deuxième partie sur la responsabilité du syndic après expiration de son mandat. Donc, avec un grand A, la notion de gestion légitime du syndic. Ce qui pour nous juristes apparaît assez évident, semble l'être beaucoup moins pour certains syndics professionnels, voire des copropriétaires. L'appréciation de la régularité du mandat du syndic résulte de son contrat, puisque au regard de la jurisprudence, le syndic est élu en assemblée générale selon la proposition de contrat jointe et la Cour de cassation, je n'ai pas cité l'arrêt, précise qu'il s'agit d'un tout
indissociables. Autrement dit, il ne peut pas y avoir d'élection de syndic sans approbation par la même occasion de son contrat. À nouveau, point important, puisque pour beaucoup de copropriétaires, ils invoquent souvent le fait que le contrat soit pas signé pour croire qu'ils sont en capacité de dénoncer certaines clauses, alors même que l'élection du syndic vaut approbation, adoption de son contrat. D'accord? Donc, ce que précise, vous voyez les textes que je vous ai cités, notamment l'article 29 du décret du 17 mars 1967, il impose que le contrat précise en ce qui concerne le mandat, sa durée, ses dates calendaires de prise d'effet et d'échéance. C'est fondamental. Bon, la notion de modalité de rémunération également, mais les deux premiers points sont importants parce qu'on s'aperçoit à la lecture de nombreux PV d'AG, voire de contrats, qu'il y a une faille de la part du syndic, à savoir, on a beaucoup de mal à identifier précisément la durée de son mandat. Je suis élu jusqu'à la prochaine Assemblée générale qui approuvera les comptes, tout le baratin, alors que précisément, il doit se contenter de stipuler, je suis élu pour une durée, par exemple, de 13 mois, ça commence le pour se terminer le. Il n'y a pas de prorogation possible. Donc, à nouveau, dans certaines formulations, vous voyez, je suis élu jusqu'à la prochaine Assemblée générale, voire la seconde Assemblée générale. Donc, ces mentions-là sont irrégulières. Donc, ce qui suppose que toute action du syndic en dehors de ce mandat consenti en Assemblée générale, et ce qu'avait évoqué Emmanuel, une gestion de fait, c'est-à-dire en droit, une gestion sans fondement légal. D'accord? Ce qui peut donner lieu, bien évidemment, à la mise en cause de la responsabilité d'un syndic dépourvu de mandat et à la contestation des actes de gestion qui auraient été engagés par lui, ce qu'on qualifie en droit d'inopposabilité. Autrement dit, les actes que tu accomplis ne me sont pas opposables. D'accord? Donc, le slide suivant. Donc, quelques exemples d'irrégularité d'incidence. Donc, pour un mandat, un syndic qui poursuivrait l'accomplissement de sa mission en dehors de son mandat, on constate que c'est quand même une pratique assez courante, hein, puisque pour avoir dénoncé de nombreux syndics, on s'aperçoit, j'ai même eu le cas récemment où en fait un syndic gérait une copropriété depuis plus d'un an sans mandat. Et donc, il avait tenté un coup de pirouette, c'est-à-dire dans l'Assemblée générale, il avait proposé sa désignation de manière rétroactive. D'accord? Donc, tout acte de gestion, donc, comme je le signalais, d'un syndic dépourvu de mandat est irrégulier, contestable et engageant sa responsabilité. Le premier acte majeur, ce serait celui de convoquer une assemblée générale par un syndic dépourvu de mandat. Autrement dit, imaginons, le mandat du syndic se termine le 17 octobre. Il notifie une convocation, il fait partie d'une convocation, donc le 20 octobre. Donc, cette convocation est irrégulière, d'accord? Peut donner lieu à une contestation. Donc, je pense que notre confrère avocat soulignera. Il faut souligner quand même que, quelle que soit l'illégalité, celle-ci doit être dénoncée par un copropriétaire opposant ou défaillant dans les 2 mois. Autrement dit, dans l'exemple que je vous cite, il convoque une AG le 20 octobre, l'AG se tient le 20 novembre, donc l'AG entachée d'irrégularité. Pour autant, personne ne la conteste dans les 2 mois de notification du procès-verbal. Passé ce délai, le vice est purgé. D'accord? Les gens ont souvent tendance à se dire: ah, comme c'est irrégulier, bah, ça tombe de facto. Non, la nullité doit être invoquée par le juge. Donc, premier exemple, donc, convocation d'AG hors mandat. Donc, vous avez en référence à un arrêt de la Cour de cassation. Donc, un copropriétaire opposant défaillant avait attaqué et avait obtenu à juste cause la nullité de cette assemblée générale. Le deuxième élément, bien évidemment, évoqué par Emmanuel tout à l'heure, la question du recouvrement amiable ou judiciaire des provisions et charges des copropriétaires. Pour ce faire, ça suppose que le syndic ait un mandat, puisque lorsqu'il agira judiciairement, plutôt judiciairement, à l'égard en recouvrement des provisions et charges du copropriétaire, il doit justifier de sa capacité à pouvoir agir. Et donc, s'il en a capacité, la partie adverse pourrait soulever ce qui aboutirait à la nullité de l'action. D'accord? Donc, un autre arrêt de la Cour de cassation de 99.
Un exemple que aussi j'ai cité, dans le cadre de la gestion du personnel du syndicat des copropriétaires, puisqu'il appartient au syndic d'établir les contrats de travail du personnel, les éventuels avenants, établir les bulletins de paie, régler, faire les déclarations fiscales et sociales. Pour ce faire, cela suppose à nouveau qu'il a un mandat. Là, j'ai eu un peu moins de chance, je n'ai pas trouvé de décision, tout du moins publiée. Le slide suivant, s'il vous plaît. Bien évidemment, comme le soulignait Mickaël, à contrario, puisque pour pouvoir gérer la copropriété mandatée des opérations courantes, voire des opérations exceptionnelles, cela suppose que le syndic dispose d'un mandat. Donc, toute opération en la matière exercée par un syndic dépourvu de mandat peut donner lieu à l'inopposabilité à l'égard des copropriétaires. Autrement dit, un copropriétaire qui pourrait être en droit de dire, bien, je ne paye pas. D'accord ? Là, un jugement du tribunal de grande instance de Paris 2015. Comme je l'évoquais préalablement, l'article 29 précise la durée du mandat, les dates calendaires de prise d'effet et d'échéance, et donc la rémunération correspondante pour la durée de ce mandat. Ce qui signifie que, donc, à contrario, le syndic n'est plus en capacité de réclamer une quelconque rémunération de la part du syndicat des copropriétaires dès lors qu'il agirait, bien évidemment, sans mandat. Et là, vous avez un arrêt de la Cour d'appel de Basse-Terre du 28 octobre 2019. En fait, ce que je voulais juste simplement rajouter, parce que nous, on est confrontés en tant que jury, c'est qu'il faut rappeler une chose très stricte là-dessus, c'est que même s'il vous gère de façon diligente et qu'il vous évite les pires avanies, il n'a droit à aucune rémunération. Parce que les dispositions, c'est bon, Christophe l'a rappelé, vous avez surtout des dispositions dans une loi qui est la loi du 2 janvier 70, article 6, et article 66 du décret d'application du 20 juillet 1972, qui considère que le mandataire donc, n'a droit, le syndic, à d'autres rémunérations que celles fixées dans le contrat de mandat qui l'unit et dans les conditions. Et donc ça va jusqu'à un point qui est très très dur, c'est que même s'il vous gère, il ne peut pas être indemnisé de quelque manière que ce soit, y compris sur ce qu'on appelle en droit la théorie dite de la gestion d'affaires. C'est-à-dire que vous réparez la toiture de la maison de votre voisin, vous avez le droit à une indemnité parce que vous avez géré l'affaire d'autrui de façon utile. Et là, l'exigence du mandat fait que les tribunaux, même si vous avez travaillé de façon tout à fait correcte, vous donnent droit à aucune rémunération, comme l'expliquait très bien Christophe, en l'absence de tout contrat. Voilà. Donc, le dernier point, assez anecdotique, celui de facturation syndicat des copropriétaires d'honoraires pour la restitution des archives. Donc là-dessus, vous avez un arrêt, donc un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 4 avril 2024. Donc un syndic sans mandat ne peut pas bénéficier d'honoraires pour la restitution. Et donc, comme je l'ai précisé juste en dessous, la restitution des archives, d'ailleurs, constitue une prestation courante du syndic qui relève de ses honoraires ses honoraires de base, autrement dit, qui, d'ailleurs, dans tous les cas, ne peut pas donner lieu à rémunération. D'accord ? On verra après, les questions après. Hein. Non, mais, la compta, ça coule de source. C'est-à-dire, je dis que le syndic ne peut facturer la facturation légitime d'honoraires, que ce soit les honoraires de gestion courante ou les éventuelles prestations particulières, est conditionnée à l'existence d'un mandat. Donc, toute intervention du syndic hors mandat ne peut pas donner lieu à rémunération. Donc, voilà, le dernier point sur une situation exceptionnelle, donc dans l'hypothèse où le syndicat se trouve dépourvu de mandat, dépourvu de syndic, le syndicat des copropriétaires doit se doter d'un nouveau syndic, puisqu'au regard de l'article 18 de la loi, la représentation du syndicat par un syndic est impérative. Donc pour ce faire, il y a plusieurs solutions amiables, à savoir par exemple une convocation d'assemblée générale par un président du conseil syndical. Un président du conseil syndical en exercice peut convoquer une assemblée générale pour pallier la carence de syndic, voire dans certains cas un copropriétaire peut également, dans le cas de l'article 17, peut convoquer une assemblée générale juste pour pallier cette carence. Mais on s'aperçoit que dans certaines situations, cette voie amiable se révèle impossible, notamment sur de gros ensembles immobiliers, lorsque vous avez une copro de 200-300 lots, convoquer amiablement une assemblée générale pour désigner un syndic, ça s'avère impossible. Donc, la seule alternative qui vous reste, c'est la voie judiciaire.
Et donc, dans ce cas-là, il y a déjà eu des contentieux qui ont été exercés à l'encontre de l'ancien syndic défaillant afin qu'il soit condamné à supporter les frais de justice donc engagés pour désigner un administrateur provisoire. Donc, l'administrateur provisoire, en fait, sa mission va être essentiellement de convoquer une nouvelle assemblée générale pour désigner un nouveau syndic et, dans le laps de temps, d'exercer la gestion courante de la copropriété. Donc, des syndicats ont agi contre l'ancien syndic en invoquant le fait que cette situation résultait de sa défaillance de ne pas avoir convoqué une assemblée générale avant l'expiration de son mandat. Et donc, d'anciens syndics ont été condamnés à supporter les frais de procédure, voire les honoraires de l'administrateur provisoire. Je vous remercie. Troisième partie. C'est bon. Parfait. Il y a une petite erreur juste sur le titre, hein, c'est grand 3. Exact. Sur la mise en œuvre de la responsabilité du syndic. Alors, la condition de base pour mettre en œuvre la responsabilité du syndic et agir, déjà, c'est d'agir sur le fondement d'une assemblée générale des copropriétaires. Donc, elle est impérative, quelle que soit la personne qui soit à l'initiative de cette action. L'Assemblée générale doit être réunie conformément à l'article 55 du décret du 17 mars 1967. Et donc, cette action, de façon générale, elle a lieu à l'initiative du nouveau syndic. Donc, c'est le nouveau syndic qui, habilité dans le cadre d'une assemblée générale, va agir en justice en ayant été autorisé par les copropriétaires réunis dans le cadre de cette assemblée générale. Alors, on a une nouvelle possibilité qui est née très récemment, c'est une mise en œuvre à l'initiative du président du conseil syndical. Alors c'est très récent, ça date de l'ordonnance du 30 octobre 2020, qui a ajouté un alinéa 3 à l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, qui est la référence dans le secteur de la copropriété. Et donc, le président du conseil syndical, dès lors qu'il est autorisé, peut agir et intervenir pour mettre en cause la responsabilité de l'ancien syndic. Néanmoins, c'est une possibilité qui reste très marginale, qui est peu mise en œuvre et qui reste l'exception. L'ancien syndic est quand même beaucoup plus à même de mettre en œuvre une action judiciaire, de réunir tous les éléments quand même probatoires, de se saisir de la procédure. Et donc, c'est pour cette raison-là que, même si c'est une possibilité, voilà, ça reste une possibilité qui est marginale. Le président du conseil syndical peut changer, etc. Donc, c'est quand même moins mis en œuvre. Voilà, donc il est important qu'il n'y ait pas d'entérinement des manquements de l'AG qui finalement validerait et régulariserait les défaillances dont il est fait état, donc qui sont invoquées. Et voilà, l'aspect probatoire reste extrêmement important dans le cadre de la preuve du manquement qui a été réalisé. Donc il faut prouver qu'on ait une faute, un dommage et un lien de causalité. C'est vraiment le classique et les 3 éléments qui sont extrêmement importants. La faute, on la voit assez rapidement, mais il faut toujours établir qu'il y ait eu un préjudice qui soit venu en conséquence de cette action de cette faute, pardon, et qu'il y a un lien entre les deux pour pouvoir l'invoquer dans le cadre d'une procédure, après habilitation de l'Assemblée générale, évidemment. Il y a aussi une question de délai, donc ça a été évoqué un peu plus tôt. Le délai, il est de droit commun, donc il a été unifié à 5 ans et 2 ans pour les créances professionnelles. Voilà, donc c'est tout à fait différent, je tiens à le préciser, l'action contre le syndic par le syndicat des copropriétaires et l'action délictuelle donc d'un copropriétaire défini qui lui pourrait invoquer un préjudice. Lui n'a pas besoin d'autorisation de l'Assemblée générale parce qu'il n'agit pas au nom du syndicat des copropriétaires. Donc c'est la petite différence. Donc on comprend mieux par l'exemple. Typiquement, un copropriétaire dont la cave est débarrassée, donc c'est une cave partie privative, sans son autorisation. Donc là, c'est un préjudice qui est uniquement au copropriétaire, et dans ce cas-là, il n'a pas à réunir l'Assemblée générale, et c'est lui qui peut intervenir directement contre le syndic.
Voilà, donc ça peut aussi être des tiers, au-delà des copropriétaires. Vous avez par exemple des travaux importants qui peuvent être commandés par le syndic auprès d'une entreprise, donc qui prépare une offre, qui la valide, le syndic signe, il représente le syndicat des copropriétaires, mais en fait le syndicat des copropriétaires n'a pas les fonds, le syndic n'a pas appelé les sommes en question, il n'a pas fait voter ces sommes au budget. Typiquement, c'est une faute qui cause un préjudice aux prestataires. Donc le syndic est responsable à l'égard de ces entreprises. Et c'est également une faute dans le cadre d'un copropriétaire qui souhaite voilà, acquérir un lot, que le syndic lui transmette des renseignements erronés, par exemple sur la situation financière de l'immeuble. Évidemment, ça cause un préjudice aux futurs potentiels copropriétaires voilà, qui ne bénéficient pas des informations dont il aurait besoin. Donc ça, c'est vraiment la responsabilité délictuelle d'un copropriétaire à distinguer de celle faite pour le syndicat des copropriétaires. Donc il y a des exigences voilà, un petit peu procédurales. Donc on passe sur les exigences externes au syndicat des copropriétaires pour agir à l'encontre du syndic. C'est le tribunal judiciaire qui est compétent et celui de la localisation de l'immeuble. Voilà, donc c'est le tribunal dans la zone où votre immeuble est situé, donc le tribunal de référence. Sinon, bah, vous avez une exception d'incompétence que pourra soulever la partie adverse. Donc, faut faire attention à ce point-là pour ne pas engager des frais de procédure coûteux qui devraient être réitérés en assignant devant la bonne juridiction. Donc, d'où le fait d'avoir besoin d'un avocat. Le ministère d'avocat est obligatoire pour assigner le syndic et qui vous accompagnera et vous donnera tous les conseils pour que cet accompagnement se fasse au mieux dans le respect de la réglementation et une chance d'aboutir. Donc, l'assignation, classiquement, c'est pas par envoi postal, c'est un commissaire de justice qui la délivre et la délivre au syndic, donc à son adresse de domiciliation en tant que syndic. Voilà. Pardon. Ouais. Alors pour la conclusion, on va peut-être, je vais peut-être vous laisser la parole à moins que. Allez-y. En fait, c'est un peu la reprise de ce qu'on a évoqué. Oui, pardon, je vais le reprendre. Oui, donc en fait, on reprend un peu les trois conditions. Donc, l'exigence d'une faute, d'un dommage, d'un lien de causalité entre les deux. Par évidence, le défaut d'entérinement, c'est-à-dire le défaut tout simplement d'approbation de la gestion au travers du vote du quitus. Donc, on ne saurait être trop, je dirais, prescripteur sur cette question. C'est-à-dire que, à l'usage, moi-même et Christophe, on voit quand même moins de PV d'AG, puisque je pense que les syndics ont intégré le fait que le quitus, les gens commençaient à comprendre ce que c'était, sachant que vous n'avez aucun texte dans la loi du 10 juillet 65 ou dans le décret du 17 mars 1967 qui n'oblige à une ratification d'ensemble de la gestion du syndic. Le seul texte qui est prévu, c'est un article du Code civil, l'article 1998 alinéa 2, qui rappelle que le mandant, donc le syndicat, le syndicat, sera tenu de tout ce qu'il aura ratifié tacitement ou expressément du mandataire. Donc, le quitus, en fait, n'a même pas d'obligation, à mon sens, d'être proposé au vote, puisque de toute façon, il est destiné simplement à couvrir l'activité de gestion du syndic et que donc il n'est pas nécessaire de le voter, étant observé qu'en plus, il ne couvre que les actes dont vous avez eu connaissance. Donc la plupart des cas d'engagement de responsabilité civile d'un syndic, vous les découvrez peut-être pas a posteriori, mais c'est quand même beaucoup lié à la désignation d'un nouveau syndic, d'où l'intérêt de ne pas les voter. Voilà. Donc maintenant, je pense qu'on vous laisse poser vos questions. C'est l'acceptation, en fait. C'est l'approbation donc de la gestion d'ensemble du syndic. Oui. Bonsoir tout le monde. Pardon, je ne sais pas si je peux.
D'accord, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour toutes vos interventions qui étaient riches d'informations. J'ai une question par rapport à la mise en concurrence des contrats de syndic qui est, si j'ai bien compris, obligatoire par le conseil syndical. Donc, une AG a eu lieu sans que le syndic donne la possibilité au conseil syndical de présenter des nouveaux contrats, sachant que le syndic en place était présent dans la copropriété depuis plus de 3 ans, donc peut-être une dizaine d'années. Il n'y a jamais eu de mise en concurrence du contrat de syndic. Et lors de la dernière AG, donc les copropriétaires ont exprimé leur mécontentement et ont évoqué leur volonté de changer de syndic, le syndic en place a renvoyé une nouvelle convocation à l'Assemblée générale, sachant qu'il y avait cette volonté-là, mais ils n'ont tout de même pas accepté que le conseil syndical leur soumette un nouveau contrat. Donc, ils ont mis uniquement leur contrat pour... C'est-à-dire, pardon, je comprends pas. Bon, c'est en rapport avec le thème, mais c'est-à-dire qu'en fait, dès qu'il a eu connaissance d'une possible mise en concurrence, il a réexpédié immédiatement une convocation. C'est ça? Hmm. Oui, mais après, la démarche des conseillers syndicaux peut être engagée beaucoup plus tôt. C'est-à-dire que vous avez parfaitement le droit d'imaginer, d'adresser au syndic une demande d'inscription de questions à l'ordre du jour entre, je sais pas, 3 à 6 mois avant la tenue de cette assemblée. Et là, il deviendrait fautif si effectivement, on l'a pas évoqué tout à l'heure, donc c'est d'autant plus intéressant de vous répondre que la proposition de contrat ne figure pas à l'ordre du jour. Alors là aussi, si vous êtes dans ce cas-là, parce que il y a un cabinet qui était coutumier de ça, c'est peut-être le vôtre d'ailleurs, qui était à une ville que tu connais, Sergi, je crois. Il y a un cabinet, le cabinet Sergi, qui pratiquait comme ça, qui réinitiait systématiquement des convocations dès qu'il était au courant qu'il était mis en concurrence. Donc ça bloquait les gens. Donc en pareil cas, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous votez contre son renouvellement de mandat et qu'il a convoqué, comme l'expliquait Monsieur Grand, avant la fin du contrat, ou si l'Assemblée plus exactement même se tenait après, mais qu'il est convoqué avant, vous votez massivement contre son contrat, contre le renouvellement de son contrat. Alors là, c'est un peu technique. Il y a donc un cas qui est visé, ce qu'on appelle une impossibilité pour l'Assemblée de désigner son syndic. C'est un cas qui est visé dans un texte qui est l'article 17 de la loi du 10 juillet 65 et l'article 46 du décret du 17 mars 67. Donc en fait là, c'est vous qui reprenez la main, c'est-à-dire que lui, on lui dit, bah écoute, tu n'as pas voulu accepter la mise en concurrence, on vote massivement contre ton renouvellement. Et à ce moment-là, le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait là pour le coup une action judiciaire avec un avocat où vous allez faire ce qu'on appelle une désignation d'un syndic judiciaire, c'est-à-dire que vous allez aller voir un avocat qui va présenter ce qu'on appelle une requête. Donc une requête, Maître Bounav, c'est en termes très prosaïques, c'est moins coûteux qu'une assignation. Oui, voilà. C'est pas contradictoire et du coup, oui, c'est nécessairement moins coûteux Voilà. parce qu'il y a que le coût de l'acte de la requête. En fait, la requête, je parle sous le contrôle de Maître Bounav, c'est simplement une demande. Vous dites au tribunal, voilà, on est dans ce cas de figure. Et moi, je vous propose, j'ai un contrat de syndic sous la main, et je veux que ce syndic-là soit désigné. Et à ce moment-là, on a ce qu'on appelle un syndic judiciaire. Et le syndic judiciaire va avoir un mandat de quelques mois. Donc, c'est le syndic de votre choix, c'est celui que vous avez retenu. Et lui, il va convoquer l'Assemblée pour pouvoir désigner, se redésigner en tant que syndic, mais hors voie judiciaire par la voie usuelle, ou éventuellement proposer un autre contrat. Voilà. D'accord. Ah oui, oui. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, Oui, mon collègue va compléter la réponse. Une remarque par rapport à ce que j'indiquais tout à l'heure, rapidement. Le président du conseil syndical, s'il y en a un, en exercice, la même chose, sera en capacité de convoquer une assemblée générale, puisque l'article 18 de la loi de 65 précise que en cas d'empêchement du syndic, donc empêchement peut être interprété de manière très large, le président du conseil syndical sera en capacité de convoquer une assemblée générale destinée à pallier cet empêchement. Donc pallier, en l'occurrence là, désigner un nouveau syndic. Et aussi, si jamais, pardon, le mandat de ce cabinet expirait sans qu'il ait convoqué,
vous avez un autre texte, enfin, c'est toujours l'article 17 pardon, de la loi du 10 juillet 65 qui permet à tout copropriétaire de convoquer une AG. Donc vous disposez quand même, vous avez des moyens pour agir. Voilà. Bonjour, nous sommes confrontés à une difficulté concernant le recouvrement de charges d'un copropriétaire qui a été assigné le 5 septembre par notre syndic actuel, mais c'est une société civile immobilière. Donc, est-ce que le recouvrement est plus compliqué quand il s'agit d'une société civile? Première chose. Deuxième chose, il y a de fortes chances pour qu'à la prochaine assemblée générale au mois de novembre, nous changions de syndic. Comment cette procédure va-t-elle être reprise par le nouveau syndic, je suppose? Quelle est la continuité de l'affaire? Je dirais que c'est une question quand même à laquelle, l'avocat qui est en charge de l'assignation sera plus en mesure de suivre parce qu'il a le dossier et moi je l'ai pas. Néanmoins, une SCI, peut avoir, tout à fait les moyens de répondre à cette dette qui reste impayée. Donc il y a pas de Surtout qu'il y a une particularité, c'est que je crois qu'en matière de SCI, vous ne pouvez poursuivre les associés à titre personnel qu'après des vaines poursuites contre la SCI. C'est-à-dire qu'il faut d'abord poursuivre la société prise en la personne de son gérant. Après, moi, c'est pas de notre compétence. Ça, il faut que l'avocat, comme le disait Maître Bouna, vous renseigne parce que c'est très complexe. Donc, s'il y a, je sais pas, 10 associés, bon, la société, elle peut contribuer. Donc, si par volonté délibérée des gérants et des associés, on paye pas et on se laisse, on laisse la procédure, là, il faut voir avec lui parce que la notion de vaine poursuite, j'imagine qu'il y a de la jurisprudence dans les textes du Code civil, ça va être 1848 et quelques, je crois. Donc ça, il faut que vous demandiez à votre avocat. Et après, bah, c'est ce que Maître Bouna vous expliquait, il y a une continuité dans la représentation. Donc, on l'a pas dit, c'est pas parce que vous changez de syndic dans le cadre d'une procédure que vous vous retrouvez à voir celle-ci s'interrompre. C'est l'action du syndicat pris en la personne de son représentant qui peut changer 5 fois de suite en 4 ans sans qu'il y ait une irrégularité. c'est toujours le même avocat qui suivra le dossier, donc pour lui, ça fait pas de différence. C'est pas le syndic directement qui s'occupe de gérer le contentieux, il le délègue en donnant les pièces à l'avocat en question. Et ce qui peut aussi d'ailleurs être l'occasion de dire que, parce qu'on est aussi confronté, il faut pas toujours avoir une méfiance à l'égard de l'avocat du syndic de copropriété. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir en nous disant on veut avoir la main mise sur le choix de l'avocat. Bon, parfois il faut voir tout simplement un rapport de confiance entre les deux. Alors, vous avez un pouvoir de contrôle, vous avez un pouvoir d'assistance. Bon, après, il y a des impondérables, et Maître Bouna vous le dira, c'est les délais d'obtention des jugements, l'encombrement des juridictions, et ça, c'est pas quelque chose qui est maîtrisable ni par l'avocat, ni par votre syndic. Voilà. Bonjour, qui demande la mise en concurrence des syndics? À quel moment avant l'AG, je suppose? De quelle manière? Et si le conseil syndical ne veut pas faire de réunion avant l'AG, quelles sont nos possibilités? Vous n'êtes pas au conseil syndical, puisque voilà, ça, on l'a compris en 2 jours de. Non, mais c'est pas une critique, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez le droit de mettre en concurrence votre syndic vous-même. Si l'envie vous prend de mettre en concurrence votre syndic, vous avez le droit, comme tout un chacun, parce que ce qu'on n'a pas dit, et c'est aussi un problème, c'est que le défaut de mise en concurrence n'est pas un motif de nullité de la désignation du syndic. Donc vous avez le droit en tant que propriétaire lambda de dire bon, moi j'en ai marre, je veux quelqu'un d'autre et je choisis un cabinet. Mais après, il faut que les gens vous suivent, madame. C'est toujours le même problème. C'est comme la notion d'engagement de responsabilité civile du président du conseil syndical sur laquelle vous êtes revenu hier. Ça rejoint ce que Maître Bouna vous expliquait. Ces gens-là exercent leurs fonctions à titre bénévole. Ils sont considérés comme des mandataires des copropriétaires. Donc la négligence et l'imprudence est sanctionnable, mais beaucoup moins sévèrement et beaucoup moins durement qu'un syndic professionnel. Voilà. On va dire, réponds-lui. Oui. En fait, il faut, ce que disait Emmanuel, c'est dans le cadre de l'article 10 du décret 67 qui précise que le conseil syndical ou tout copropriétaire peut notifier au syndic l'inscription de la question de son choix lors du jour de l'AG. Donc, il doit notifier la question, par exemple, élection du syndic, le projet de résolution, ce que vous avez généralement dans une convocation, et les éventuelles pièces nécessaires à l'adoption de celle-ci. En l'occurrence, pour la désignation d'un syndic professionnel, sa proposition de contrat
et sa fiche d'information tarifaire. Ensuite, s'agissant du délai, il n'y a pas de délai imposé par les textes. Ce que l'article 10 précise, c'est que pour que la question soit inscrite à l'ordre du jour de l'AG, cela suppose que le syndic la reçoive avant la notification de la convocation, en sachant que la notification de la convocation, elle est à minima 21 jours avant la tenue de l'Assemblée générale. Je dis bien 21 jours au lendemain de la première présentation. Donc, ça veut dire que là-dessus, le syndic, il est supposé déjà prendre une marge. Donc, ensuite, savoir quelle marge il va prendre pour que je sois certain qu'elle soit réceptionnée avant l'envoi, ça, on ne le sait pas. Mais Emmanuel l'avait souligné, c'est-à-dire que autant vous avez un délai minimal pour notifier une convocation, autant rien n'interdit de faire une requête, et voire même 1 an avant la tenue de l'Assemblée générale. Donc, c'est-à-dire que si à l'Assemblée générale 2023, je m'aperçois que on a toujours le même syndic et qu'on aimerait bien en désigner potentiellement un autre, rien ne m'interdit dès le lendemain de notifier ma question, mon projet de résolution, mes pièces, en vue de l'Assemblée générale 2024. Oui, et autre mention en continuité de ce que Christophe vient de vous dire, c'est que le syndic, depuis 2015, je crois, a l'obligation, donc c'est prescrit par l'article 9, d'afficher la date de tenue de l'Assemblée générale. Tout simplement, là aussi, ça n'est pas prescrit à peine de nullité de l'AG. Donc, mais comme dit Christophe, peu de syndics le font. Mais si vous voulez, ça montre bien qu'il y a des textes qui ne sont pas sanctionnés de principe et qui ne sanctionnent pas des agissements préjudiciables du syndic. Donc, le but de cette formation, c'est essayer de le mettre en évidence, parce qu'on en parlait, il y a beaucoup de gens qui nous interrogent, et donc il faut sans cesse remettre le métier sur l'ouvrage en disant la responsabilité, c'est pas simplement parce que vous avez l'impression qu'il a mal travaillé. C'est des éléments constitutifs, c'est des fautes de gestion, et c'est en liaison d'ailleurs avec ce qui n'est pas l'objet de notre formation, mais sur la notion de résiliation anticipée du mandat du syndic, quand on n'est précisément pas satisfait de sa gestion. L'article 18, depuis le 1er juin 2020, vous dit on peut résilier le mandat pour fait d'inexécution suffisamment grave. Donc c'est une notion qui n'est pas définie. Donc ce qu'on fait, nous, c'est qu'on explique aux copropriétaires de collecter toute une série d'éléments, parce que comme c'est le quotidien, les gens se plaignent avec raison de dire que le gestionnaire ne répond pas, le dossier n'avance pas, les travaux ne sont pas faits, les documents réclamés ne sont pas délivrés. Donc à un moment donné, vous avez le droit, il faut encourir le risque, de résilier le mandat du syndic. Bon, de façon anticipée. Ça veut dire que si vous voulez vous séparer d'un mandat de syndic plus de 3 années avant sa cessation, 3 mois, pardon, Christophe, tu as raison, excuse-moi, plus de 3 mois avant la cessation de son mandat, c'est une résiliation pour fait d'inexécution suffisamment grave. Donc là, il faut avoir des éléments. Donc il faut collecter des éléments, parce que cette notion de fait d'inexécution suffisamment grave, en fait, elle n'est pas définie par la loi et on n'a pas eu d'arrêt. Et les seuls le cas de figure imputable au sein, enfin le syndic, c'est une collection d'un faisceau d'éléments fautifs, mais ça fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire que le syndic peut aussi dire, moi, le syndicat a commis un fait d'inexécution suffisamment grave dans l'accomplissement de son objet, c'est-à-dire essentiellement la conservation de l'immeuble, l'administration des parties communes, donc l'exécution, par exemple, de travaux d'urgence, je pars. J'arrête les frais, vous ne me donnez pas les moyens de travailler, vous ne votez pas les travaux d'urgence, je vous quitte. Bon, simplement, comme il n'y a pas de retour de jurisprudence connue, on ne peut pas vous donner d'exemples précis. En pratique, les syndics professionnels continuent d'invoquer la notion de démission, plus particulièrement lorsqu'ils sont en opposition avec un conseil syndical qui est trop véhément. Donc c'est une situation qui est totalement anormale, puisque la notion de démission n'existe plus. Donc on devrait avoir un syndic qui dit, écoutez, voilà, je pars, parce que vous ne votez pas les gros travaux. Et il faut aussi savoir, parce que la question nous est posée, c'est que, la résiliation anticipée qui serait, selon lui, dilatoire ou abusive, peut donner lieu à une procédure. On en a connu une dans le cadre d'un cas très spécifique qui s'appelle les résidences-services, où vous avez un syndic de copro qui gère donc une résidence avec un exploitant. L'exploitant donne des services, ça peut être des résidences pour personnes âgées ou des résidences investissement type Pinel ou étudiants. Bon, et en fait, les copropriétaires concluent un contrat de bail avec un exploitant. Et dans le contrat de bail, l'exploitant dit « Je me réserve le choix de voter le budget prévisionnel, la désignation du syndic ». Donc vous avez un conseil syndical adhérent qui est venu et qui nous a dit « On veut changer de syndic, on veut changer de syndic ». Et il y avait un bail commercial. On leur a dit « Le bail commercial, nous, on ne sait pas faire. Donc vous allez voir un avocat, ils n'y sont pas allés.
ils ont fait un changement de syndic et la veille de l'assemblée, l'exploitant dit, je vous rappelle, à titre incident, que c'est moi qui dois normalement changer de syndic. Donc effectivement, ils ne voulaient pas consulter un avocat spécialisé en la matière, donc ils n'avaient pas lu la clause du bail et ils se sont retrouvés à être poursuivis pour 17 000 euros de facturation. Et ce qui se passe aussi, parce qu'il faut en parler, c'est que vous avez des syndics qui ne s'en laissent pas compter et qui virent l'intégralité des honoraires de gestion restant à courir. Et c'est bon, ça, c'est évidemment abusif. On est bien d'accord. Voilà. Donc tout à l'heure, vous avez parlé des travaux. Bon, avant de faire des travaux, quelquefois, il faut de l'entretien. Et alors, par exemple, l'entretien, le ramonage, la colonne d'évacuation des eaux des WC, eh ben, il faut la curer pour enlever le tartre. Les toitures en terrasse, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas des petits arbres qui poussent dessus, etc. Donc cet entretien, est-ce qu'il fait partie d'office du boulot du syndic, ou est-ce qu'il faut que le conseil syndical, régulièrement, chaque AG, dit on veut qu'on entretienne la toiture terrasse, on veut qu'on cure les canalisations, etc. Donc, et bon, si jamais ça fait partie du boulot du syndic, du boulot automatique du syndic, est-ce que dans ce cas-là, quand le syndic n'entretient pas, est-ce qu'on peut mettre en jeu sa responsabilité? C'était clair, maintenant? Alors, le syndic a un devoir de diligence. Et ce devoir de diligence l'oblige à contracter des entreprises en charge de l'entretien de l'immeuble de façon générale. Et vous soulignez un point qui a été tranché par la jurisprudence par un arrêt de la Cour de cassation, qui a dit que le syndic a ce devoir de diligence-là, qui ne se transforme pas pour autant en obligation de résultat. C'est-à-dire qu'il doit mandater une entreprise, il doit la relancer pour qu'elle effectue de façon correcte cet entretien. Néanmoins, si la société en charge de l'entretien, par exemple de l'étanchéité dans ce cas-là, fait mal son travail et que ça cause un préjudice à l'immeuble, donc au syndicat des copropriétaires, on ne peut pas reprocher au syndic une violation, enfin le fait que l'immeuble était mal entretenu, tant par contre qu'il mandate bien cette entreprise et qu'il la relance pour qu'elle effectue son travail. Ouais, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est un point qu'on n'a pas évoqué, puis on peut le faire. C'est que la responsabilité du syndicat des copropriétaires, c'est ce qu'on appelle une responsabilité de plein droit. C'est-à-dire que c'est une responsabilité qui, de par la seule survenance du dommage, entraîne un principe de responsabilité de plein droit. Ça veut dire qu'il n'y a pas de faute à démontrer. Et ça, c'est très important puisque le syndicat est responsable de plein droit en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 65 des dommages en provenance des parties communes. Il était plus largement avant le 1er juin 2020, il était au titre des vices de construction, donc il prenait le relais des ordres de construction imputables à un promoteur post-expiration des garanties dites décennales décennales, pardon. Et donc, en fait, la responsabilité du syndicat, elle absorbe d'une certaine manière celle du syndic. Et il y a deux exemples qui peuvent être donnés en la matière. Il y a le fait que quand les gens viennent parfois nous voir, ils nous disent on veut assigner le syndicat dans le cadre d'une action en nullité d'assemblée générale. Et le problème, c'est que les rares décisions, parfois qu'on a vu passer, c'est le syndicat prend des décisions abusives, dilatoires, tout ce que vous voulez, abus de majorité. La convocation est irrégulière. Je n'ai pas été convoqué régulièrement. Il s'est raté d'un jour. Mais en fait, les juges, parfois dans ces matières-là, ne condamnent que très rarement le syndic à titre personnel, puisque le juge estime que le préjudice que vous subissez, c'est le coût de la procédure engagée. Donc, vous êtes rarement en capacité d'avoir la condamnation du syndicat pris en la personne de son syndic de vous rembourser vos honoraires d'avocat dans le cadre de l'article 700, voire une condamnation indemnitaire. Et vous avez aussi, malheureusement, encore moins la possibilité de le faire condamner à titre personnel, sauf à monter un dossier long comme le bras, où vous expliquez que vous êtes en conflit avec lui depuis des années, qu'il a déjà refusé maintes fois, pour reprendre l'exemple de madame, l'inscription d'une question à l'ordre du jour. Donc il faut, comme on l'expliquait depuis le début de la formation de la conférence, caractériser la faute, le lien de causalité, le préjudice entre les deux. Le deuxième exemple, c'est quand vous avez des expertises, nous on le voit souvent, quand vous avez des dégâts des eaux qui s'éternisent, qui durent.
Et les gens font des relances, écrivent. Et il y a souvent des avocats, dans les expertises, ils mettent en cause le syndic à titre personnel. Ils mettent en cause le syndicat des copropriétaires à titre personnel et ils mettent en cause le syndic à titre personnel. Bon. Et donc, ils essayent de faire établir par l'expert judiciaire une part de responsabilité encourue par le syndic. Mais souvent, on se rend compte qu'en fait, quand nous, on a les documents, les échanges, parfois de conclusion, qu'en fait, les avocats, ils se contentent d'invoquer la responsabilité du syndicat en disant c'est beaucoup plus facile à faire. C'est de dire le syndicat est responsable de plein droit. Donc, si je perds demain 3 ans de loyer à percevoir parce qu'un dégât des eaux s'est développé et que j'estime que le syndic n'a pas été suffisamment diligent dans le choix d'une entreprise de plomberie, n'a pas mis en demeure un bailleur de dire à son locataire ton bac de douche est plus étanche, justifie-moi de l'exécution des travaux par la production d'une facture. Bon, il peut faire tout ce qu'il veut. Au final, l'avocat dira mais de toute façon, on a un boulevard devant nous. Le syndicat est responsable de plein droit jusqu'à complète réhabilitation de l'appartement. Donc nous, moi, je ne vais pas me casser la tête à trouver des échanges de mails dans lesquels vous lui reprochez telle ou telle chose. On a la responsabilité du syndicat qui absorbe de plein droit pour les dommages en provenance des parties communes, celle du syndic. Et donc, très souvent, quand vous avez des actions au fond, c'est rare, mais ça peut arriver suite à l'obtention d'un rapport d'expert judiciaire, le syndic, il n'est pas mis en cause. Il l'était dans le rapport. Alors, ça peut être pour des questions d'opposabilité du rapport, mais ça n'a pas de sens, puisque de toute façon, il est représentant du syndicat. Donc, c'est aussi ça. Le problème, c'est que, comme cette responsabilité est sans faute, il peut avoir pris toute diligence. Le syndic, il a fait venir une entreprise. Bon, je sais pas, vous êtes en montagne, il n'y a pas eu de déneigement, vous glissez, vous vous cassez le col du fémur. Bon, bah, c'est le syndicat qui est responsable de plein droit des dommages en provenance des parties communes. Mais vous ne pourrez pas démontrer l'absence de faute. C'est ce qu'on essaie de vous dire. C'est-à-dire que la copropriété, seul, ce qu'on a vu tout à l'heure, le fait de force majeure. Donc, c'est-à-dire quelque chose d'irrésistible, imprévisible et extérieur à la personne du débiteur. Donc, on peut dire au syndic, ouais, mais tu dois déneiger, tu es dans une station de ski, tu dois déneiger. Oui, d'accord. Mais le principe de base, c'est que la responsabilité de la copropriété est première dans de très nombreux dossiers qu'on peut voir passer, que ce soit des actions en nullité. Les points qu'on a évoqués tous les quatre, c'est plus des faits de gestion qui lui sont personnellement imputables, qui sont liés à son obligation générale de moyens, à son absence de diligence et à l'impossibilité, encore une fois, dans certaines hypothèses, d'agir à bon escient. Madame parlait de l'exemple de la SCI. Bon, vous avez des gens qui font des montages juridiques absolument complexes avec des SCI et il est très compliqué de faire quelque chose. Et inversement, quelqu'un interrogeait hier l'un d'entre nous sur les conséquences de l'ouverture de 2 comptes bancaires séparés avec les pièces justificatives. Bon. Et donc là, la difficulté, c'est de se dire évidemment, c'est pas normal puisque c'était pas un compte bancaire séparé pour la gestion des fonds mandants, donc les charges courantes, et un compte bancaire séparé pour les cotisations du fonds de travaux, c'était 2 comptes bancaires. Bon, bah, c'est une illégalité. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas démontrer le préjudice. Donc le syndic se faisait confirmer le maintien. Donc il y avait un compte ouvert à la Bred, je crois, et un compte ouvert à la Banque Postale. Bon, et donc la personne était fort démunie parce qu'on n'était pas capable de lui dire les conséquences. C'est une illégalité. Maintenant, tant que le syndic ne fait pas des mouvements de compte à compte sur lesquels vous n'avez aucun contrôle ou qu'il ne perd pas un chèque parce que le comptable est incapable de savoir sur quel compte le déposer et le chèque est perdu. Bon, à titre personnel, là, voilà, si vous avez la preuve du dépôt du chèque, de son absence d'encaissement et que vous êtes obligé d'en refaire un, que la banque vous facture des frais, bon, voilà ce que c'est qu'un préjudice subi en lien de causalité directe avec un fait personnel du syndic. Oui. Bonjour. Oui, pardon. Merci pour tout, déjà pour tous les renseignements. Vous parliez tout à l'heure d'une désignation d'un syndic judiciaire pour quelques mois. Nous, on vient de changer de syndic la fin septembre. Oui. Et le nouveau syndic est dans l'attente des documents de l'ancien syndic. Alors, on a viré l'ancien syndic parce que la comptabilité était mal tenue. On a pu clore, gérer l'exercice comptable en mettant sur des comptes d'attente les choses qui n'étaient pas correctes.
Mais on est aujourd'hui bloqué à la bonne volonté de l'ancien syndic de fournir tous les éléments. Qu'est-ce qu'on a comme... Je vais laisser mes collègues vous répondre. Bon. Qu'est-ce qu'on a comme recours? Comment ça va se passer? Alors c'est l'article 18.2-2 de la loi de 1965 qui prévoit que l'ancien syndic est tenu de fournir tous les documents essentiels à la gestion. Vous pouvez le demander au nouveau syndic de le mettre en demeure dans un premier temps, en lui dressant une liste des éléments que vous souhaitez voir communiquer. Et si vous n'avez pas de réaction de sa part, vous devrez en passer par une assignation en justice de restituer les documents. Oui, sous astreinte, exactement, avec condamnation sous astreinte. Merci beaucoup. Et voilà. Ce qui est intéressant dans votre question, c'est qu'il y a une pratique aussi qui peut être rappelée, c'est qu'en fait, pendant des années, ce qu'expliquait Maître Bouna, vous aviez des actions. Et donc, les actions, ça donnait lieu parfois à l'invocation de syndics disant on a perdu les archives, elles ont été détruites. Et surtout, il y a un problème de restitution des fonds. Et donc, à partir du 1er juin 2020, on met en place un système de transmission par l'ancien au nouveau syndic des coordonnées de l'établissement bancaire et des 2 comptes bancaires au syndicat, ouverts au nom du syndicat. Sauf que l'article 18 de la loi continue de dire qu'un syndic doit, à peine de nullité de sa désignation, ouvrir un compte bancaire dans les 3 mois. Donc, ce qui se passe, ça peut intéresser tous les gens ici qui veulent changer de syndic, il faut interroger les candidats susceptibles de succéder à votre syndic, c'est que leur pratique à eux, c'est de dire, moi, j'ai cette obligation. Bon, les gens qui demandent des nullités de mandat pour défaut d'ouverture d'un compte bancaire séparé, on les compte sur les doigts d'une main. Par contre, la pratique, c'est de dire, moi, je veux pas avoir 10 établissements bancaires avec lesquels je gère. Donc, ils rapatrient tous les comptes au sein d'un seul et même établissement. Et là, il peut y avoir des problèmes, parce que vous avez des gens qui ont eu des difficultés de clôture des comptes ouverts. Donc, par exemple, il y a des cabinets, il y a des groupes qui... il y a des syndics, on ne va pas les citer, ça n'a pas d'intérêt, mais si vous voulez, qui font dormir les comptes. C'est-à-dire que les gens nous disent, on a 2 comptes ouverts au sein de tel établissement, puis le syndic en a ouvert 2 autres, puis il y a 6 000 € qui traînent sur les 2 comptes. Donc là, il faut, quand vous interrogez un syndic susceptible d'être désigné, il faut lui dire, c'est quoi votre pratique? C'est comme bon nombre de vos confrères, pour des questions de facilité de gestion, j'ai tous les comptes bancaires au sein de la BRED, de la Palatine, de l'UBAC ou autres. Et là, vous êtes au courant et vous allez avoir à contrôler le transfert des fonds d'un syndic à l'autre, parce que le nouveau syndic, il doit arriver avec le procès-verbal et de dire à l'établissement bancaire, c'est je clôture les comptes. Et quand c'est des syndics bénévoles, c'est le mouvement inverse. Par exemple, les syndics bénévoles, eux, on leur dit, quand ils se présentent, c'est terminé, puisque la plupart des établissements bancaires, des syndics, sont spécialisés dans ces gestions-là. Les 3 banques que j'ai citées, de l'UBAC, Palatine et Brett, c'est beaucoup de la gestion de mandat. Donc là, c'est ce que expliquait Maître Bounave. Il faut à un moment donné dire, parce que si vous voulez, nous à l'usage, on le voit, c'est-à-dire que les gens disent, mais on peut pas, le syndic nous dit, on peut pas travailler, on n'a pas les archives. On leur dit, vous faites quoi? Vous avez contrôlé le syndic? Le syndic, il peut agir tout seul, mais il va agir avec vos sous. Donc évidemment, parfois, c'est pas facile de mettre en œuvre. Et puis il y a aussi des problèmes, sans tomber dans l'excès peut-être sinon de respect du code de déontologie, ce n'est pas dans ce sens, mais en tout cas, de ne pas vouloir se mettre à dos non plus son confrère. Mais à un moment donné, il faut le presser, le nouveau, et lui dire, tu peux agir en restitution, tu transmets le dossier à ton avocat, il y a une convention d'honoraires d'avocat, ça va nous coûter 1 500 €, c'est une procédure en forme simplifiée, pardon, qui ne nécessite pas d'autorisation de l'Assemblée générale, et ça peut aboutir. Voilà. Oui, merci. Bonjour. Je voulais savoir si... pardon. Oui, bonjour, excusez-moi. Pardon. Je voulais savoir s'il y avait un risque de rejet de la part d'un tribunal à vouloir engager la responsabilité du syndic sur une négligence qu'il aurait pu commettre entre l'échéance de fin de son contrat et le début d'un autre contrat. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que... on a organisé une AG un peu après la fin d'un contrat de syndic, et donc on n'était pas couvert par mandat pendant toute une période. Je voulais savoir ça. C'était clair? Oui, alors en fait, c'est difficile. En fait, vous contestez quoi? Vous contestez des agissements accomplis par un syndic, comme vous l'expliquait M. Grand, après l'expiration de son mandat. C'est ça que vous contestez?
Négligence de la part du syndic Oui. pendant une période qui n'était pas couverte par un contrat. Ah ouais, ouais, c'est une bonne question. Ouais. Bah, c'est une responsabilité qui. Alors là, je sais, là, je sais pas quoi vous répondre. Maître Bounaf pourra peut-être vous dire. Je sais pas. Est-ce que c'est contractuel, délictuel? Je sais pas. Si c'est hors contrat, non, ça serait une responsabilité délictuelle. Ouais. Donc, qui reprend les critères classiques faute, préjudice et lien de causalité. Ce qui est assez paradoxal, c'est-à-dire que vous agissez contre un syndic qui était en contrat avec vous, mais qui ne l'étant plus, ne peut être assigné que sur la base de la responsabilité délictuelle. Ce qui n'a pas grand intérêt, enfin la distinction entre les deux, vous l'avez vu, on n'en a pas parlé, mais dans les contrats de syndic, il y a parfois enfin non, il n'y a plus de clause élusive de responsabilité. Par contre, ça, c'est un point, par association d'idées, il faut savoir une chose qui est extrêmement surprenante, c'est que les assureurs de responsabilité civile des syndics ont des clauses limitatives. Bon. Et on a eu récemment à en connaître avec un de mes collègues, Monsieur Grand en l'occurrence, où nous on passe notre temps à dire aux gens, puis les gens nous disent on ne veut pas faire de procès, ça coûte trop cher. On leur dit ok, vous faites pas de procès, vous saisissez l'assureur de responsabilité civile du syndic. Par le biais du président du conseil syndical, vous faites un beau dossier, vous le transmettez à l'assureur, vous dites voilà, je demande l'ouverture d'un dossier sinistre. Récemment, au téléphone, moi j'ai eu quelqu'un qui m'a dit, c'était même, je lui ai demandé d'envoyer le document, il n'a rien envoyé, c'était en fait l'assureur de responsabilité civile du syndic a dit exactement votre cas d'espèce. Il a dit voilà, dans les contrats d'assurance de responsabilité civile de syndic professionnel, ça a été confirmé par la consultante spécialisée de l'ARC en la matière, il y a des clauses limitatives de responsabilité. Ces clauses limitatives de responsabilité sont opposables au tiers. C'est-à-dire que, en négation du principe de ce qu'on appelle en droit les faits relatifs des contrats, quand vous êtes en contrat avec quelqu'un, les obligations réciproques ne vous lient que vous deux. En tant que tiers, j'ai pas, moi, à exécuter le contrat. Et donc, en fait, ce que l'assureur a dit, il a dit, OK, on ne peut pas prendre en charge le dossier parce qu'on ne couvre pas la gestion de fait du syndic. Par contre, on va interférer auprès de lui. En l'occurrence, c'était un cabinet Citia et les gens ont été remboursés. Et ils ont obtenu 6 000 € de remboursement. Et donc, ça veut dire que la démarche amiable qu'on n'a pas évoquée, qui on pourra peut-être en terminer comme ça, elle mérite d'être engagée. Mais c'est un cas très rare parce que vous avez des syndics qui vous diront je suis le seul à pouvoir saisir mon assureur, ce qui est faux, puisque n'importe qui, voilà, c'est ce que M. Grand dit, tiers lésé peut saisir, et surtout, les clauses limitatives de responsabilité. Donc, évidemment, quand vous assignez un syndic à titre personnel, par exemple, vous avez une société de syndic qui est dissoute, qui tombe en liquidation judiciaire. Vous avez plein de cabinets qui tombent en liquidation judiciaire. Vous attaquez son assureur de responsabilité civile, puisque l'assurance en droit de responsabilité civile survit à la liquidation de l'assuré. Donc l'assurance ne s'arrête pas, légalement parlant, du fait de l'assuré. Donc dans les 5 années de la liquidation judiciaire de votre syndic, vous pouvez tenter, si il n'est plus en fonction, enfin, il est liquidé, littéralement parlant, donc vous attaquez son assureur responsabilité civile. Mais pour reprendre votre cas d'espèce, conformément à ce que je vous évoquais tout à l'heure, enfin à l'instant, pardon, le fait que l'assureur vous dise, moi, je ne couvre pas ça, vous êtes opposable, ce qui est d'un point de vue juridique une anomalie absolue. Mais c'est une réalité. On l'ignorait. Moi, je l'ai appris il y a peut-être 2 ans, alors que bon, je pensais naïvement que les assurances ne pouvaient pas opposer ça. Par contre, l'assureur dit OK, on joue le jeu, on intervient auprès de Citia et ils ont été remboursés. Donc ça veut dire que la démarche amiable, elle est utile. Voilà. La dernière question. Oui, parce qu'après, je pense qu'il y a un autre. Il reste 2 minutes. D'accord. Je voudrais poser 7 questions. 7 questions? Non. Oui, non. 7 questions. C'est cette question-là, on serait épuisé. Nous avons été rachetés par Foncia et nous devions avoir une AG le 14 novembre 23. Oui. Foncia ne nous a pas fait d'AG et son contrat de syndic terminé le 31 décembre 23. Oui. Je suis présidente du conseil syndical et il n'a payé pas des travaux dans l'immeuble. Donc, je n'ai pas voulu changer de syndic dans le premier trimestre. Voilà. Et le premier trimestre, tout le monde a réglé. Pour le deuxième trimestre, qui correspond à notre 4e trimestre, j'ai dit aux copropriétaires d'arrêter le paiement. Mais
Foncia nous a mis des mises en demeure de 54 €. Voilà. Non, mais alors- Et il s'est payé. Ouais. Par l'ARC, j'ai convoqué une AG. Nous avons un nouveau syndic depuis le 15 juin, mais on vient d'avoir les comptes et Foncia s'est réglé. Et puis, il a pris aussi 54 €. Donc, succinctement, hein, parce que c'est fini. Non, mais premièrement, la question est, est-ce que Foncia était votre syndic? J'en doute. Ben ouais. Non, non. C'est là où vous abordez mal la question. Ce que dit la Cour de cassation, et c'est pour ça qu'on rigolait avec Emmanuel, la Cour de cassation dit que le contrat de syndic est intuitu personae. Ça veut dire qu'il est expressément lié à la personne avec laquelle je conclus, enfin, entre les deux concontractants. Donc, ce qui fait que lorsque moi je désigne Citia en assemblée générale, je suis lié à Citia. Si demain Citia vend à Foncia, je ne suis plus lié. Puisque ce n'est pas la personne morale que j'ai désignée en assemblée générale. Donc, selon moi, les honoraires de gestion courante et pour prestations particulières facturées par Foncia sont à première vue illégitimes. Et donc, d'autant plus, le syndicat est d'autant plus fondé à pouvoir requérir amiablement ou judiciairement le remboursement. Oui, oui. Voilà, je vous laisse conclure dans le. Ouais, il faut que Foncia ait été désigné. Ouais, bon. S'il vous plaît, il a parlé dans les micros. Monsieur, vous avez répondu. Donc, est-ce que Foncia a été désigné ou pas? Il y a donc un contrat un contrat approuvé en assemblée générale. Eh oui, parce que vous avez parlé de rachat. Donc peut-être il a racheté votre ancien syndic et puis après il a fait une assemblée générale au cours de laquelle il a fait approuver un contrat. Parce que la présentation que vous en faites pour nous n'est pas simple. Voilà, on va laisser comme ça en discuter. On peut applaudir les conférenciers. Merci à vous toutes et à vous tous.